Je m'appelle Sophie Morel, j'ai 31 ans et, le 18 janvier 2026, mon père a décidé de m'humilier devant 39 membres de ma famille lors d'un dîner de retrouvailles dans notre manoir à Lyon. Il a pointé du doigt l'immense écran de 75 pouces qui affichait la photo de mon badge d'hôpital et a déclaré, pour que tout le monde l'entende, que je n'avais pas l'éclat académique de mes frères et sœurs. Selon lui, alors que mon frère était un chirurgien de prestige et ma sœur une avocate influente au sein de l'Union européenne, je n'étais qu'une simple traductrice qui essayait de faire de son mieux. La salle a éclaté de rires cruels, et j'ai compté exactement 19 personnes riant ouvertement tandis que mes doigts se glaçaient autour de mon verre de vin et que ma poitrine se serrait de douleur. C'est à ce moment-là que ma grand-mère, Béatrice, âgée de 79 ans, s'est levée lentement de son fauteuil, les mains tremblantes à cause d'un début de maladie de Parkinson, mais avec une voix empreinte d'une force froide que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle a plongé la main dans la poche de son cardigan bleu marine, en a retiré une enveloppe brune volumineuse et a fixé mon père droit dans les yeux, exigeant qu'il en lise le contenu à haute voix, mot pour mot. Ce qu'il a commencé à lire dans cette enveloppe n'a pas seulement fait taire les rires moqueurs, mais a littéralement réduit en cendres l'héritage de perfection que la famille Morel affichait depuis des décennies devant la haute société européenne. Cela a révélé une vérité qu'ils avaient passé 13 ans à ignorer désespérément, tout en me traitant comme le maillon faible de la chaîne familiale. Avant de poursuivre avec les détails de ce retournement de situation, je vous demande de prendre un moment pour vous abonner et liker, mais seulement si vous voulez vraiment savoir comment cette humiliation s'est transformée en justice. Laissez aussi en commentaire de quelle ville d'Europe ou du monde vous me regardez et quelle heure il est à votre montre, car je veux vraiment savoir qui suit ce parcours. Mon père, Marc Morel, a servi pendant 30 ans dans le corps diplomatique français, passant par 7 pays et occupant 3 postes d'ambassadeur, avant de prendre sa retraite avec une pension généreuse et des contacts influents à Bruxelles. Ma mère, Hélène, était professeure émérite à la Sorbonne, à Paris, avec 3 livres publiés sur les sciences politiques et des photos encadrées aux côtés de grands dirigeants mondiaux décorant les murs de notre salle à manger. Dans cette maison, le succès n'était pas seulement valorisé, c'était l'oxygène que nous respirions, et les conversations à table ne portaient jamais sur les sentiments, mais sur les accomplissements, sur qui avait remarqué votre travail et sur ce que cela signifiait à votre trajectoire. Mon frère, Julien, 35 ans, est un neurochirurgien renommé à Genève qui décrit ses opérations avec la précision d'un horloger suisse, tandis que ma sœur, Chloé, 33 ans, officie comme procureure auprès des tribunaux internationaux. J'ai toujours été celle qui s'asseyait en silence au bout de la table, coupant sa nourriture en minuscules morceaux, espérant que quelqu'un m'interroge sur ma journée, ce qui arrivait rarement dans cette dynamique compétitive. Je travaille dans un grand hôpital public à Paris en tant que conseillère de crise senior et interprète médicale, parlant couramment le français, l'anglais et l'espagnol, avec plusieurs certifications internationales en soins de traumatologie. Mon travail consiste à faire le lien entre des médecins qui ne parlent que français et des familles d'immigrés en état de choc, traduisant des conversations décisives sur la vie ou la mort d'enfants en unité de soins intensifs. C'est un environnement où l'odeur de la peur et du café d'hôpital domine les nuits de samedi, et je traite plus de 400 cas de traumatologie par an, affrontant des gardes épuisantes de 16 heures. Je gagne environ 52 000 € par an, alors que Julien en gagne 480 000 € et Chloé 165 000 €, et ma mère connaissait exactement ces chiffres car elle avait vu ma déclaration de revenus l'hiver dernier. À cette occasion, elle avait suggéré froidement que je cherche de la traduction d'entreprise pour gagner un salaire à 6 chiffres, comme si la valeur de mon travail ne se mesurait qu'à mon solde bancaire et non aux vies sauvées. À Noël, l'inégalité de traitement est devenue insupportable, Julien a reçu une montre de luxe de 18 000 €, Chloé un collier de diamants de 3 500 €, et moi, j'ai reçu une carte cadeau de 50 € d'un grand magasin. Ma mère m'a tendu l'enveloppe blanche en disant qu'il était difficile de me faire des cadeaux, tandis que ma grand-mère Béatrice observait tout depuis son fauteuil, prenant discrètement des notes dans un petit carnet qu'elle portait dans sa poche. 3 jours avant le dîner de retrouvailles, j'ai reçu un email de ma mère me demandant de m'habiller convenablement pour ne pas être jugée par les cousins et suggérant que, si quelqu'un posait la question, je dis simplement que je travaillais dans la santé. J'ai lu ce message au milieu d'une unité de traumatologie, alors qu'un enfant luttait pour sa vie et que j'entendais les cris d'une mère désespérée en arrière-plan, sentant ma poitrine suffoquer face à leur ignorance. J'ai gardé une capture d'écran de ce message dans un dossier de mon téléphone intitulé Preuve, sans répondre, et je me suis rendue à l'événement dans notre maison de Lyon, une propriété de luxe aux jardins impeccables. Le dîner était servi par un traiteur d'élite, coûtant 2 800 €, et tous les invités portaient des tenues de gala, tandis que je portais un ensemble simple acheté en promotion pour 89 €.
Lorsque mon père a tamisé les lumières pour commencer la présentation de diapositives intitulée L'héritage Morel, l'excellence à travers les générations, j'ai senti mon estomac se nouer devant tant d'ostentation visuelle. Les diapositives montraient sa carrière diplomatique, les prix académiques de ma mère, puis consacraient de longues minutes au succès de Julien et Chloé, avec des photos dans des tribunaux et des blocs opératoires. Arrivé à la diapositive 34, seule ma photo de badge d'hôpital est apparue, sans aucun texte d'accomplissement, sans chiffre de réussite et sans prix, générant un silence inconfortable dans la salle. C'est alors que mon père a fait ce commentaire humiliant sur le fait que je n'étais qu'une traductrice, provoquant les éclats de rire que j'ai mentionnés, menés par des membres de la famille qui m'avaient toujours regardé de haut avec supériorité. Ma grand-mère Béatrice a alors remis l'enveloppe à mon père et l'a obligé à lire le titre d'un journal qui disait « L'interprète qui a sauvé la vie de ma fille ». L'article racontait comment, lors d'une nuit chaotique, une erreur de traduction avait failli conduire un chirurgien à opérer le mauvais côté de l'abdomen d'un enfant de 5 ans, jusqu'à ce que j'intervienne. Je n'avais pas seulement traduit les mots, j'avais identifié l'erreur médicale imminente, arrêté la procédure et garanti que la chirurgie se déroule au bon endroit, sauvant ainsi la vie de la petite Isadella. L'article expliquait que je n'avais jamais demandé de reconnaissance, et que la mère de la petite fille avait dû se battre avec l'administration de l'hôpital juste pour découvrir mon nom et me remercier publiquement. La feuille suivante était une lettre officielle de l'hôpital universitaire de Genève, celui-là même où travaillait mon frère Julien, écrite par la chef du département de chirurgie pédiatrique elle-même, la Dr Moreau. La lettre louait mon intervention technique exceptionnelle, affirmant que ma rapidité à identifier la faille avait évité une erreur catastrophique, un procès pour négligence de plusieurs millions et des dommages irréparables à la réputation de l'équipe. Julien a blêmi en entendant le nom de sa supérieure, tandis que mon père continuait de lire, d'une voix défaillante, une liste de 8 autres cas documentés rien que cette année-là où mon action avait été cruciale. Parmi ces cas, il y avait la désescalade d'une situation de violence domestique à l'hôpital et l'identification d'allergies médicamenteuses graves qui avaient été ignorées dans le dossier initial. Le silence dans le manoir était absolu, mon père parvenait à peine à tenir les feuilles de papier, tandis que ma mère se couvrait la bouche de la main, demandant pourquoi je n'avais jamais rien dit de tout cela. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé si l'un d'entre eux se serait arrêté pour m'écouter, et le silence qui a suivi a été la réponse la plus douloureuse et la plus honnête que je pouvais recevoir. Ma grand-mère Béatrice a alors révélé qu'elle avait passé 2 ans à collecter des lettres de remerciement de famille que j'avais aidées, des lettres que je gardais en silence ou qui étaient envoyées à l'hôpital. Elle a distribué les lettres aux oncles et cousins, qui ont lu des récits émouvants racontant comment j'avais tenu des mains dans des moments de deuil et traduit non seulement des mots, mais aussi de la dignité et de l'espoir pour des personnes invisibles. Béatrice a confronté mon père au sujet de la montre à 18 000 € et du collier à 3 500 €, contrastant avec le mépris de m'avoir donné une carte à 50 €, affirmant qu'elle avait commencé à rassembler des preuves le jour où elle avait perçu une telle injustice. Elle a déclaré que je n'avais pas besoin d'applaudissements ou de présentation de diapositives pour avoir de la valeur, et que mon caractère se mesurait aux vies que j'impactais quotidiennement dans l'anonymat. Je suis sortie dans le jardin pour respirer l'air frais de la nuit française et ma grand-mère m'a rejointe, révélant qu'on lui avait diagnostiqué un début d'Alzheimer et qu'elle devait faire cela tant qu'elle en avait encore la mémoire. Elle voulait s'assurer que j'apprenne à me battre pour moi-même avant qu'elle ne perde les mots pour me défendre, et cette étreinte sous les lumières du porche a été le moment le plus réel de ma vie. La semaine suivante, mon téléphone n'a cessé de sonner avec des demandes de pardon de mon père, des messages de Julien et des emails de Chloé, mais j'ai tout ignoré, car je ne cherchais pas de paroles creuses après des années de silence. Ma mère a essayé de me rendre visite à l'hôpital en apportant des fleurs, mais j'ai refusé de descendre, me concentrant sur mon travail et sur les familles qui avaient réellement besoin de ma présence constante. Sur les réseaux sociaux, des parents qui m'ignoraient auparavant ont commencé à partager l'article de journal, m'appelant l'héroïne de la famille, mais je savais que ce n'était qu'une tentative de soulager leur propre conscience. Quand Chloé m'a envoyé un message demandant un dîner de nouveau départ, j'ai répondu que j'accepterais la rencontre, mais seulement sous mes conditions et sur un terrain neutre, hors du manoir. Lors de la rencontre, j'ai exposé les 412 pages de résumé de cas de ma dernière année et j'ai exigé 3 choses, un email officiel à toute la famille reconnaissant mon travail en détail, un don de 10 000 € au fonds d'assistance de l'hôpital et que mes parents passent une garde de 12 heures avec moi. Mon père a tenté d'hésiter devant le montant du don, mais je lui ai rappelé que la montre de Julien avait coûté bien plus cher, et il a finalement cédé sous le poids de sa propre honte et du jugement de ses autres enfants. Le 15 février, mes parents se sont présentés à l'hôpital pour la garde de nuit et ont été témoins du chaos absolu,
de la douleur des pertes et de la précision nécessaire pour sauver des vies en quelques secondes. Ils ont vu des cas de blessures graves, des tentatives de suicide d'adolescents et le soulagement de parents qui comprenaient enfin ce qui arrivait à leurs enfants grâce à ma voix. À la fin de la garde, à l'aube, ma mère était en état de choc et mon père pleurait ouvertement sur le parking, demandant pardon de m'avoir rendu invisible pendant 13 longues années de négligence émotionnelle. J'ai accepté leur démarche, mais j'ai été claire sur le fait que le pardon ne serait pas immédiat et que le respect devrait se construire quotidiennement, loin des projecteurs de la haute société française. Peu après, j'ai été promue directrice des services d'accès linguistique de l'hôpital, avec une augmentation de salaire de 50%, passant à la gestion d'une équipe entière et au développement de protocoles nationaux pour le système de santé. La presse locale a fait un nouveau reportage sur mon parcours, transformant ce qui était un sujet de plaisanterie pour ma famille en un modèle de réforme pour les hôpitaux de toute la France. Aujourd'hui, ma relation avec eux est plus honnête, bien qu'encore complexe, et Julien et moi prenons un café une fois par mois, où il admet enfin envier la connexion humaine que je possède. Pour mon 32e anniversaire, mes parents m'ont offert le reportage encadré avec un mot disant qu'ils arrivent enfin à me voir vraiment, et j'ai accroché ce cadre dans mon nouveau bureau. Ma grand-mère reste ma plus grande inspiration et, même les jours où Alzheimer lui fait répéter les mêmes phrases, je sais qu'elle s'est battue pour moi quand j'en avais le plus besoin. J'ai appris que la valeur d'une personne n'est pas définie par des titres ou des salaires à 6 chiffres, mais par le courage de ne pas se laisser diminuer par ceux qui devraient nous aimer. Cette histoire est pour tous ceux qui ont déjà été appelés juste quelque chose et qui accomplissent des miracles silencieux chaque jour sans attendre d'applaudissements ou de reconnaissance publique. Si cette histoire a touché votre cœur ou si vous vous êtes déjà senti invisible alors que d'autres récoltaient les honneurs, écrivez le mot CCDIA suffit dans les commentaires pour que je sache que vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas invisible, votre travail compte et votre voix a un pouvoir que personne ne peut faire taire, tant que vous refusez de vous rabaisser pour entrer dans le monde des autres. Je lis chaque commentaire et je veux que cette communauté soit un endroit où les héros anonymes soient enfin célébrés pour leur humanité et leur dévouement inlassable. Rappelez-vous, parfois, celui qui traduit l'espoir est celui qui tient réellement les rênes du monde quand tout semble s'effondrer autour de nous. Merci de m'avoir écouté et d'avoir permis que cette vérité soit partagée, car chaque vie sauvée est un nouveau paragraphe dans l'histoire qu'il importe vraiment d'écrire. Avez-vous déjà eu l'impression que votre famille ou vos amis ne vous apprécient que pour ce que vous avez sur votre compte en banque ou pour le poste que vous occupez, ignorant complètement qui vous êtes vraiment et l'impact réel que vous avez sur le monde ?